Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 18 de Good Manufacturing Podcast, le podcast qui extrait les bonnes idées de l'industrie pharmaceutique. Alors aujourd'hui, épisode où Monsieur Arnaud va pouvoir se vautrer dans son sujet préféré, car aujourd'hui, on va parler des dossiers de l'eau. Alors comme je viens de le dire, avec moi aujourd'hui, Arnaud. Arnaud, comment ça va ? Ça va bien. Ça va très bien. Par contre, je crois que c'est l'épisode 17, pas 18, mais bon, c'est pas grave. Non, j'ai fait une erreur la dernière fois. Ah bon, voilà, donc on a rattrapé l'erreur. Voilà. Ok. Non, ça va. Et, écoute, je sais pas si c'est mon sujet préféré. Hein. Tu dis que c'est mon sujet préféré. Moi, je crois que je préfère les devs. Mais faut avouer que je pense que les dossiers de l'eau... En tout cas, t'en as long à dire. Plus de 10 ans que j'en bouffe. Et que ouais, j'ai beaucoup de choses à dire. Ouais. Il est dans les starting blocks. Et donc, c'est ça. Avec nous, du coup, en fait, premier épisode en équipe interne élargie, car car à domicile, nous avons avec nous Mélanie. Mélanie, comment ça va ? Ça va très bien. Bonsoir tout le monde. Les auditeurs t'ont déjà découvert dans notre spin-off C'est marqué dans les BPF comme lectrice. C'est ça, tout à fait. C'était tes premiers épisodes en tant que dans un podcast ? Oui, c'était mes premiers podcasts. Et bien voilà, maintenant tu vas devenir... que j'ai écouté, c'est les vôtres. Donc je suis vraiment à fond Académie de la qualité efficace. Et donc, Mélanie, tu nous as rejoint à l'Académie de la qualité efficace il y a à peu près 2 mois, maintenant 2 mois pile, je pense. Hein, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, à peu près. Et donc, au-delà de ton CV, les auditeurs aimeraient savoir pourquoi tu as rejoint le côté obscur du consultanisme, comment on pourrait dire. Le côté obscur de la qualité. En fait, moi, ça faisait bientôt plus de 10 ans que je travaillais en industrie pharma. Et puis, je me disais, je me voyais pas finir... encore jusqu'à ma retraite travailler dans l'industrie pharma et chercher à travailler autrement tout en valorisant mes connaissances, et le consulting il s'est assez rapidement venu dans les idées possibles, et quand je vous ai découvert, en fait, je me suis dit mais c'est vraiment la façon dont je veux faire du consulting, quoi. Pas juste aller faire des formations de 2 heures ou d'une journée et puis plus accompagner les gens, pas savoir comment ils arrivent à progresser au niveau qualité. Donc voilà, donc c'était le consulting et le côté aussi coaching qui m'a intéressé dans l'académie de la qualité efficace. Super, un petit coup de pub gratos, merci. Mais nous sommes ravis de t'avoir avec nous et pour les nombreux podcasts à venir. Alors, si vous êtes prêts, je vous propose de passer à la news habituelle. Allez. Alors aujourd'hui, je vais vous parler La warning letter. Il y en a un petit peu. Hein. Alors du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui est à la frontière de l'aliment et du médicament. Est-ce que vous savez de quoi je vais vous parler ? L'alicament. Ah, l'alicament, j'ai été sûr que tu allais dire ça. Non, c'est pas l'alicament. Non. Je vais vous parler du lait pour enfants. Il faut savoir qu'en ce moment, aux États-Unis, c'est la galère. C'est la galère au 14 mai, 43% de rupture, alors qu'habituellement, il y en a 5 à 8%. Au 22 mai, 70%. Et la FDA a annoncé qu'il y aurait rupture prolongée jusqu'à juillet. Alors, en plus du problème de supply chain globaux inhérents à la guerre en Ukraine, au Covid, et enfin tout ça, et bien en plus, on a eu des magnifiques rappels de l'eau doublés d'une fermeture d'usine de Abbott à Sturgis aux États-Unis. Donc il faut savoir que Abbott fabrique 40% des formules, je vais appeler ça formule, vendues aux US, et Sturgis est leur plus grand site. Donc voilà, doublé de tout ça, là on a un méga problème. C'est chaud. Ça tout débute donc en février 2022, Abbott fait un rappel volontaire de plusieurs
type de formule à cause de contamination possible par des bactéries qui auraient causé la mort de 2 enfants. Mais bon, du coup, comme on l'a entendu dans le dernier épisode avec Yann, sur l'identification des bactéries responsables de la mort des nourrissons, doublé de l'incertitude de l'identification des prélèvements, de la méthode d'analyse, de la méthode de prélèvement, du manque de données, impossible de savoir si c'est lié directement ou pas. Le fait est qu'on va voir après, ils sont pas tout blancs non plus, et c'est pour ça qu'ils ont quand même fait un rappel volontaire. C'était, d'après le directeur, la bonne décision. Donc il faut savoir que quand même la FDA a revu 129 réclamations, dont 119 étaient reportées après, concernaient des produits du rappel volontaire de Abbott de février. Donc l'histoire, alors là, attendez, écoutez-moi bien, là ça va être marrant. L'histoire commence en 2021, donc 4 mois avant le rappel, hein. Et donc un employé de Abbott Nutrition a balancé l'usine. Donc il a envoyé une lettre au mec de la FDA pour dire que l'usine faisait des violations graves des procédures de nettoyage. Il n'y avait pas de formation des employés. Ils faisaient des formulaires falsifiés, et du coup il y avait une volonté des managers de cacher les infos à la FDA sur la détection de bactéries. En plus, les équipements tombaient régulièrement en panne et avaient besoin de réparation. Il y avait du produit qui fuyait des tuyaux. Enfin bref, voilà, c'est des informations que j'ai trouvées Ça donne un peu en envie. me baladant sur Internet. Et donc, apparemment, le management était au courant depuis à peu près 7 ans. Le rapport avait été envoyé, donc le rapport a été envoyé à la FDA, donc, qui n'a pas investigué avant le 31 janvier 2022, soit 4 mois avant le rappel. Donc, la FDA fout les pieds dans le bazar. On va quand même peut-être rappeler Nolo. Donc, là, après, il y a des mesures qui sont assez drôles, assez intéressantes pour la restauration du marché. Donc, le 11 mai, au vu de l'ampleur du bazar, la FDA, elle a commencé à revoir un truc qui s'appelle le Codex Alimentarius, qui est du coup l'espèce de standard qui régit un peu tous les trucs de la nourriture. Et pour voir si les formules qui étaient distribuées sur le sol américain étaient équivalentes de ceux distribués dans le reste du monde, en fait. Et donc, il y a le président Biden qui a signé une ordonnance pour déployer une opération militaire liée au Defense Production Act, l'opération Fly Formula. Et le 22 mai, donc à peine 11 jours après, 35 tonnes de formules arrivent par avion militaire sur le sol américain. Donc, ils ont fait une importation pour compenser le manque. Voilà, les Espagnols, les Allemands, tout le monde envoie du lait pour bébé aux États-Unis. Et donc, en ce qui concerne le sujet qui nous intéresse, et ça c'est bien salé, la restauration de la production des usines, le 16 mai, Abbott et la FDA discutent un peu entre eux, et du coup ils disent, dans 2 semaines, il faut que ça reparte les gars. Et ils font un agrément sur 5 ans signé par Abbott, et s'ils échouent à remplir toutes les conditions de cet agrément, donc en gros ça veut dire qu'ils s'engagent à produire je sais pas combien de milliers de boîtes sortir je sais pas combien de milliers de boîtes pendant 5 ans, quoi, ou par semaine, ou j'en sais rien, avec une bonne qualité, hein. Voilà, avec une bonne qualité bien sûr. Et bien du coup, s'ils échouent à remplir les conditions de cet agrément, ils se prennent 30 000 euros ou dollars, je sais plus, de pénalité par jour, avec un maximum de 5 millions par an. Donc, c'est pas beaucoup, hein. De la motivation, c'est pas énorme, mais ça chiffre quand même un peu, hein. Quand tu sais que si jamais tu arrives 5 millions par an, c'est pas énorme, hein. Ouais, mais si jamais, en gros, là, tu vois, la supply, ils vont tendre à mort le câble, hein, parce que du coup, s'ils savent qu'ils ne sortent pas à la fin de la semaine, 30 000 balles qui partent. 30 000 balles, c'est un demi-ETP par an quand même, hein. Ça fait un peu chier. Ouais, hein. mais du coup, ça c'est intéressant parce que là, on est en plein dans le bénéfice du risque évité. Là, pour le coup, la FDA a chiffré le bénéfice du risque évité, quoi. Ouais. Elle a mis noir sur blanc, le risque que vous évitez, c'est 30 000 balles par jour. Ouais, mais après, attention à ce que ça soit pas la supply qui tente le truc de trop et que... Après, on parle de Abbott. Voilà. On parle quand même de Abbott, hein, qui est un énorme groupe. Au-delà, ils font pas que de la nourriture pour bébé. Hein, ils font un tas d'autres trucs. Ouais. Donc, ils peuvent les sortir autre que c'est pas cette usine qui va foirer. Voilà. Et donc, il y a tout un tas d'actions correctives, mais j'en ai quand même retenu une en rapport avec l'épisode d'aujourd'hui,
Ils vont mettre en place... Non. La sensibilisation opérateur. Ouais, ils vont mettre en place un dossier de l'eau électronique pour avoir un accès en temps réel des équipes du Sécu sur les tests effectués. Voilà, je sais pas si ça va, si ça va faire quoi que ce soit. Je suis pas sûr que ça règle le problème, mais bon. Bon, il faut savoir quand même, voilà, tout ça, c'est arrivé le 4 mai, enfin, c'est arrivé en mi-mai, hein, mais du coup, les mecs, ils bossaient quand même déjà sur le sujet à fond, à mon avis, depuis la lettre, voire l'inspection de la FDA. Donc, ça fait pas 2 semaines qu'ils ont commencé sur le sujet. Par contre, un truc intéressant, donc la production commence le 4 juin, donc pas mal dans les temps après les 2 semaines, comme par magie, hein. Et donc, Abbott estime que ça prendra 6 à 8 semaines pour que le site arrive à pleine capacité et que le produit arrive au client. Le 16 juin, la production est stoppée à cause d'une tempête dans l'État et inondation du site. Ils sont pas sortis. Est-ce que c'est comme les avions ? On est en retard, mais c'est pas de notre faute. On vous doit aucun dédommagement. Je sais pas, mais en tout cas, ils sont pas sortis du trou, quoi. Mais est-ce qu'ils ont réglé les problèmes qui avaient mené aux contaminations du lait aussi ? Enfin, c'est pas tout la rupture du marché, mais ils ont modernisé d'après ce qui est marqué, ils ont modernisé leur équipement. Enfin, ils ont fait pas mal de trucs quand même, quoi. Mais voilà, si peu de temps, franchement, bon après c'est vrai, comme tu dis, c'est Abbott aussi, mais c'est Abbott et puis du coup, moyens, comme je disais, ils se sont fait inspecter. Ça fait 6 mois quasiment. Enfin, ça fait 5 mois qu'ils sont sur le. Enfin, en 5 mois, tu peux en faire des trucs, quoi. Ouais, moderniser des équipements, des fois, surtout en ce moment, avec les problèmes supply, ça concerne pas que les matières. Hein, Je vais pas faire de suppositions dont je ne suis pas sûr, mais bon, voilà, en tout cas, ils ont tenté. Enfin, ils sont sur le bon chemin. Enfin, ils sont sur un chemin. C'est une belle prouesse, hein, effectivement. Après, c'est pas encore sorti. Hein. Enfin, comme dit, ils sont inondés là. Le 16 juin, c'était hier. Hein. Là, on est le 29. Il y a vraiment pas longtemps. Ouais. Donc voilà, news intéressante encore. Voilà, donc si jamais vous avez des équipements qui tombent en panne tout le temps sur votre site, attention. Hein. Mais ça, c'est on peut se demander si c'est pas des choses qui vont se répéter au fur et à mesure à force de tout ce qui est préventif, etc., qui se fait pas forcément sur les sites. On est toujours en mode pompier, en mode curatif, et au bout d'un moment, ça amène à des problématiques comme ça, quoi. Hein. Voilà, ouais. Et le temps passant, on risque d'en avoir de plus en plus, quoi. Ouais. Ou pas, j'en sais rien. Je suis pas voyant. Après, c'est comme sur ta voiture. Hein. Si tu retardes à faire la distribution, au bout d'un moment, elle casse. Hein. Ouais. Alors, je vous propose maintenant de passer à la partie principale du podcast, à savoir le sujet sur les dossiers de l'eau. Les dossiers de l'eau. Alors les dossiers de l'eau, souvent un document complexe de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de pages, nos chroniques font état d'une moyenne de 3500 données en moyenne, avec des pics à plus de 10 000. Un pur plaisir pour les opérateurs. 16 000 données, le record. Ah, ça y est, ça a changé. Chaque année, on augmente ce fameux record. Donc, documents chimères qui sont le fruit de plusieurs dizaines d'années de travail acharné de qualiticiens, producteurs et inspecteurs, où chacun y allant de sa petite modification, ont contribué à construire le monstre que vous regardez honteusement chaque jour en vous demandant quelle quantité de travail ça prendrait pour tout remettre à plat. Mais c'est alors que vous recevez un message de la supply. Il faut libérer 4 lots en urgence aujourd'hui. Vous repoussez l'idée incroyable du lancement de ce chantier pharaonique et vous partez en prod. Demandez pourquoi le visa en haut à gauche de la page 14, la date. La date n'a pas été mise alors qu'elle était correctement mise sur la page 13 et 15. C'est tellement ça. Si vous vous reconnaissez dans cette situation incroyable, sachez que vous n'êtes pas tout seul. Ah non. Voilà, donc le dossier de l'eau. Alors pour les auditeurs qui ne sauraient pas, parce que c'est possible, qui ne sauraient pas vraiment qu'est-ce que c'est qu'un dossier de l'eau, même si on entend très souvent parler quand on travaille en production. Après, il y a certainement des personnes qui ne sont pas forcément en production qui nous écoutent. À vous, je vous écoute. Qu'est-ce que c'est un dossier de l'eau? À quoi ça sert?
Bah déjà, les dossiers de l'eau, c'est marqué dans les BPF. C'est marqué noir sur blanc dans les BPF. Après, à quoi ça sert en résumé? Ça sert à retracer ce qui se passe sur un lot de manière à pouvoir collecter notamment les paramètres critiques, la réalisation d'opérations critiques, les heures, etc. Et donc finalement, c'est ce qui permet d'historiser ce qui se passe sur un lot, si je devais le simplifier comme ça. De pouvoir vérifier que le lot a été fabriqué dans les bonnes, avec les bons paramètres, quoi. Non. Pas forcément. Non, je suis pas d'accord, c'est pas le but du dossier de l'eau. Le but de l'eau, c'est d'historiser ce qui s'est passé. Parce que si tu rentres là-dedans, on te demande de vérifier beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de choses que tu ne vérifies pas au travers du dossier de l'eau. Ou alors, sinon, t'en fais un truc encore plus pharaonique. Et donc, c'est aussi ça, toute la délicatesse qu'il y a autour du dossier de l'eau. C'est que à partir du moment où t'as pas confiance en tes systèmes en place, système qualité, système de prod, etc., et ben finalement, le dossier de l'eau est le seul endroit où tu peux a priori renseigner les infos pour te redonner la confiance, mais c'est pas comme ça que tu devrais faire. Tu devrais plutôt travailler pour regagner confiance dans tes systèmes et donc rendre les systèmes robustes. Et quand je parle de système, ça peut être aussi bien la formation, des fois la qualification, des choses comme ça, quoi. Non, mais Arnaud a tout dit. Hein, le dossier de l'eau, il est là pour pour raconter l'histoire du lot et pouvoir avoir un historique des données. Donc pour vous, le dossier de l'eau ne sert pas à libérer? Bah, c'est un support clé pour la libération, c'est sûr, mais comme les déviations, comme la maîtrise de tes systèmes qualité autres, au final, c'est sûr que c'est devenu petit à petit, mais je sais plus comment c'est noté dans les BPF en l'occurrence, mais le rôle du dossier de l'eau, c'est pas pour libérer. Et d'ailleurs, réduire la libération au dossier de l'eau, c'est une erreur parce que quand tu fais des projets sur les process de libération, tu te rends compte que tu as, 50 ou 60 prérequis des fois, et le dossier de l'eau est un prérequis comme un autre, quoi. C'est vrai que c'est carrément juste ce que tu dis, parce qu'au final, par exemple, voilà, imaginons que ton paramètre que tu notes dans ton dossier de l'eau, c'est voilà, il faut chauffer à 50 degrés pendant 1 heure. Voilà, du coup, le gars, il met 50 degrés 1 heure. Mais si derrière, t'as pas qualifié correctement le machin qui va chauffer à 50 degrés pendant 1 heure et qu'au final, quand tu mets 50 à ta machine, ça chauffe à 80, le gars, il va mettre, effectivement, j'ai mis à 50 pendant 1 heure. En fait, c'était Voilà. 80. Exactement. Donc non, pour moi, c'est pas le support de la libération, même si c'est un élément clé. Je suis pas en train de dire que c'est pas un élément qui sert. Je suis pas en train de dire que ça sert pas à la libération. Mais par contre, il faut pas. Ça reste le pourquoi est-ce qu'on fait des dossiers de l'eau. C'est pour historiser les données critiques de la production et pouvoir savoir ce qui s'est passé au moment où on libère, avant de libérer, après la libération, plusieurs années après. Quand tu as un rappel, ton dossier de l'eau, ça peut te servir. Quand tu as une déviation, ça peut te servir. Quand tu as un AOS, ça peut te servir. C'est pas pour la libération qu'on fait des dossiers de l'eau. C'est un recueil de données représentatif des événements, de la production, du processus de production. Exactement. C'est ça. Très bien résumé. Donc, pour ceux qui n'auraient pas compris, voilà, c'est un document qui peut être papier ou informatique qui est rempli au fur et à mesure de la production. Voilà. Et donc, pourquoi, du coup, on a autant d'interventions au sujet des dossiers de l'eau? Quelle est la situation type d'un dossier de l'eau quand on les prend en main? Alors moi, déjà, si je reviens sur le pourquoi est-ce qu'on a autant d'interventions, déjà, c'est combien d'interventions, entre guillemets, si je peux dire, c'est que c'est un des sujets principaux, alors sur lequel nous on intervient parce que c'est un sujet sur lequel on a des méthodes, mais ok, mais c'est un des sujets principaux qui ressort sur les sites et sur l'ensemble des sites. Moi, ça fait plus de 15 ans que je vadrouille d'un site à l'autre et il y a toujours un problème avec le dossier de l'eau. Pourquoi? Alors, on en a parlé juste avant, il est au centre du process de libération malgré tout. Et du coup, en fait, pour libérer à un moment donné, il faut que ton dossier de l'eau, il ait été revu. Et du coup, ça génère des temps d'attente, ça génère des allers-retours, ça génère plein de frustrations. Et donc, oui, ça, c'est pourquoi est-ce qu'il y a autant d'interventions. Parce que, en fait, quand on veut améliorer la supply d'un site pharma,
y a deux sujets clés dans la libération, c'est les déviations et le dossier de l'eau. Et donc, effectivement, quand tu as des dossiers de l'eau qui sont pourris et des déviations pourries, mais on va pas parler des déviations aujourd'hui, forcément, ça bloque l'efficacité du temps de cycle de ton site, quoi. Donc, c'est un sujet qui revient quasiment tout le temps parce que, justement, et c'est en lien aussi avec ta news, hein, pour pouvoir livrer, etc., à un moment donné, c'est ton temps de cycle, c'est la maîtrise de ton temps de cycle, et le dossier de l'eau est sur le chemin critique du temps de cycle. Ouais, il est au centre, tout le monde le touche, tout le monde l'utilise tout le temps, quoi. Exactement. C'est ça. Exactement. Donc, quand on dit que c'est un problème de supply chain et que les dossiers sont touchés par tout le monde, est-ce qu'on peut quand même rappeler à ceux qui voient pas forcément comment utiliser le dossier de l'eau, voilà, quel est le parcours classique d'un dossier de l'eau? Alors on va pas parler de la création du master batch record, hein, on va parler plutôt de déjà il est imprimé. Ouais, pardon. On va pas parler de la création des templates des dossiers de l'eau, on va parler de quand il va être utilisé en prod. Donc déjà il est imprimé. Et là se posent déjà des questions. Comment est-ce qu'on fait pour mettre le numéro de l'eau dessus? Est-ce qu'on le met? Est-ce que comme la planif elle change tout le temps, on le met ou on le met pas? Est-ce qu'on l'imprime en avance? Bref, il y a déjà des enjeux là-dessus. Une fois qu'il est imprimé, petit à petit, il va finir par passer en production et il va suivre toute la production. Donc, on va avoir un dossier de l'eau en règle générale par étape de production qui est renseigné au fur et à mesure par les opérateurs. Une fois qu'il est renseigné, que la production est finie, il est complété et là, on rentre dans le cycle de revue qui peut, selon les sites, être avec 2, 3, voire des fois 4 personnes différentes qui vont revoir le dossier de l'eau en production, à la qualité, jusqu'au pharmacien libérateur. Sachant que à chaque étape, on introduit ou on enlève ou on met en plus des documents, que le dossier passe de bureau en bureau. Et qui fait des allers-retours pour corriger les erreurs. Voilà, sachant que celui qui a rempli la donnée peut corriger l'erreur, donc en général, il repart en prod 2-3 fois. Ouais, ça m'a fait toujours rire, ça. Je peux pas corriger, c'est pas moi qui ai écrit. Oui, mais tu peux corriger, t'as un moyen de retrouver la valeur. Oui, mais c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est pas moi qui corrige, et là tu fais encore un énième aller-retour. C'est ça. Ah, et puis en plus, il est parti en vacances, il revient dans 2 semaines. Ah, mais je fais comment? Il est pas là, il est de l'équipe d'après-midi, je fais comment? Mais c'est quoi la correction? Exemple, il a pas mis la date, alors que ça fait 5 fois qu'on l'a mis dans le dossier. Et alors, c'est grave? Oui, mais il a pas mis la date, il faut qu'il sache qu'il mette la date, alors je lui redonne le dossier pour qu'il sache qu'il doit mettre la date. Oui, mais bon, si tu connais la valeur... Là, on touche au biais de... on remplace le management de proximité par le faire corriger toutes les erreurs par les opérateurs pour qu'ils se rendent compte. C'est ça. Bien sûr, et l'opérateur, tu vas le voir dans un moment où il va pas enregistrer l'information parce que ce sera la énième sollicitation de la journée et de toute façon, il va corriger, mais c'est pas ça qui l'empêchera de pas oublier cet élément-là la fois suivante. Exactement. C'est pas une bonne capa. Clairement. Voilà, ça c'est pas vraiment une capa, ça du coup de faire corriger l'erreur, c'est plutôt une action, une action curative. Oui, c'est pas du tout une capa. Et d'ailleurs, parlons-en alors donc des capas sur ça. Quels sont les plus gros problèmes des dossiers de l'eau qu'on rencontre sur le terrain? Il y en a 3. Nous, on les a catégorisés en 3, mais franchement, à chaque fois qu'on nous appelle pour parler dossier de l'eau, qu'on va voir les dossiers de l'eau, qu'on fait nos analyses sur les dossiers de l'eau, il n'y a pas un site qui est différent d'un autre, et ils ont tous les 3 mêmes problèmes. Le premier problème, c'est le dossier de l'eau qui est pas... la structure du dossier de l'eau ne suit pas la réalité du terrain. C'est-à-dire qu'on a un process sur le terrain avec des locaux des fois physiquement séparés et le dossier de l'eau ne suit pas cette réalité du process sur le terrain. Et souvent on nous dit mais si nous les locaux là on a séparé en 2 le dossier de l'eau. Oui, mais en fait derrière l'enchaînement des opérations n'est pas correctement aligné avec ce qui se passe réellement sur le terrain. Peut-être parce que les personnes qui font le dossier de l'eau ne savent pas comment ça se fait réellement, peut-être parce qu'il y a des changements sur le terrain, ou alors des pratiques qui sont mises en place petit à petit, bref, ça c'est le premier problème, c'est pas aligné sur le terrain.
Deuxième problème, c'est les données inutiles. En gros, tu prends un dossier de l'eau. Tout à l'heure, tu disais environ 3500 données par dossier de l'eau. Toutes les analyses qu'on fait sur les dossiers de l'eau, on arrive à au mieux 30% de données inutiles. Et en règle générale, on est plutôt autour de 40-50% de données inutiles. Je dis pas de données non critiques, je dis données inutiles. C'est pas pareil. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une donnée inutile ? Il y en a différents types. Mais avant qu'on rentre peut-être dans les trois sujets, je te dis le dernier parce que sinon on va perdre le fil. Le dernier élément. Comment ? Les gens s'impatientent, le suspense. Le dernier élément, le troisième élément, troisième erreur, c'est l'ergonomie. En fait, on se retrouve avec des dossiers de l'eau où tu as des données éparpillées dans la page, à droite, à gauche, au milieu. Des fois, il y a des données qui sont en gros, des fois, il y a des petites, des fois, il y a un petit truc à remplir tout au fond à gauche du dossier de l'eau. Et du coup, en fait, tout ça fait qu'on oublie des données, quoi. Enfin, c'est facile d'oublier des données. Voilà. Donc, le combo de plein de données, dont un certain nombre de superflus, surtout superflus, ça veut dire qu'en gros, on voit pas pourquoi elles sont là, combiné au fait qu'elles sont partout. Là, c'est combo gagnant pour. Et puis en plus, l'ergonomie, le dossier qui suit pas le process, donc c'est-à-dire elles sont 3 pages avant, 3 pages après, à la fin, au début. Voilà. Non, mais c'est le combo de ces 3 trucs fait que c'est impossible. Enfin, c'est impossible. Spontanément, c'est vraiment très compliqué. Et les opérateurs, ils sont tellement habitués d'avoir un truc pas ergonomique, de devoir aller page 2, puis après page 5, puis revenir page 3, qu'ils vont même pas venir te voir en disant mais change-moi la forme et mets-moi les données de l'ordre. En fait, c'est normal. Je pense que pour la plupart des opérateurs, c'est normal d'avoir un dossier compliqué. Ouais, mais ça, c'est pas normal, justement. Oui, c'est pas normal, mais ils sont tellement habitués qu'ils se posent même plus la question de aller voir leur manager et dire mais ça va pas, quoi. C'est un sujet, justement, on disait, le dossier de l'eau, c'est un élément qui est là pour démontrer comment on fait la prod. Il faut bien comprendre aussi qu'en fait, à un moment donné, quand on travaille sur les erreurs humaines, on parle de la capacité d'être attentif sur ce que l'on fait. Et en gros, on est capable d'être attentif, vraiment bien attentif, que sur une chose à la fois. On peut faire 2 actions à la fois, mais il y en a qu'une sur laquelle on sera vraiment attentif. Et les opérateurs, les techniciens de prod, en production, ils font à chaque fois 2 choses en même temps. C'est-à-dire conduire leur prod et renseigner le dossier de l'eau. Et si tu crées des dossiers de l'eau qui sont compliqués, qui prennent du temps d'attention, qui prennent du temps à essayer de se dire attends, il faut que j'aille renseigner ça là, etc. Même s'ils ont l'habitude, ça leur prend toujours un peu de charge mentale, cognitive pour aller renseigner le dossier de l'eau. Tu réduis l'attention sur la conduite de la production. Donc moi, je comprends pas tous ces gens qui militent, non, mais qui des fois avec qui on a des débats sur certains trucs, parce que finalement, un dossier de l'eau complexe, ça veut dire moins d'attention sur la conduite de la prod. Un dossier de l'eau ergonomique, où les gens peuvent le remplir plus facilement, ça veut dire plus d'attention sur la conduite de la production, et c'est quand même vachement plus critique, quoi. Ouais, totalement. C'est vrai. Ça enlève pas le fait qu'il faut quand même renseigner les données, en respectant des règles de data integrity, mais du coup, il faut penser le dossier de l'eau différemment. Et du coup, autre point assez intéressant, donc tu le disais en introduction, c'est une chimère qui s'est construite au fur et à mesure des années. En fait, c'est à chaque fois que tu as des projets de dossier de l'eau, parce que, moi, il y a dans les mois passés, là, j'ai fait un projet de simplification de dossier de l'eau chez un client, où il nous disait, oui, on a fait un projet comme ça, il y a 1 ou 2 ans, on a retravaillé les machins. Ouais, mais en fait, ils ont pas, nous, on déconstruit tout et on reconstruit tout. Ouais, on met tout à plat, quoi. Et voilà, on repart de la feuille blanche, entre guillemets. On a toujours l'ancien dossier sous le coude pour faire, mais faut repartir de la page blanche, parce que je peux t'assurer, quand j'ai revu toute notre méthode et que j'ai intégré la formation avec l'utilisation d'un dossier de l'eau pourrie, construire un dossier de l'eau pourrie de la page blanche, c'est 3 fois plus dur que de construire un dossier de l'eau bon. Non, mais c'est vrai, mais c'est compliqué de faire un truc compliqué, en fait.
Sauf si tu fais des projets d'amélioration où tu t'améliores un tout petit peu, mais sans vraiment repartir de la page blanche, ou alors ça se complexifie. Voilà, je rajoute une capa, faut que je fasse la modif, je la fais vite fait, tac, boum, je rajoute ça. Tiens, je vais le mettre à peu près là. Ça a l'air cohérent, et voilà. Et autre point, parce que je sens que tu t'es un peu frustré peut-être que j'ai pas encore répondu à ta question de c'est quoi les données inutiles. Un autre point qui est super intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on fait ces projets-là, à chaque fois, on a une étape de test sur le terrain où on collecte les retours des opérateurs. 100% des sites sur lesquels on fait ces projets, on a le même commentaire des opérateurs. Ah, c'est la première fois qu'on nous consulte sur les dossiers de l'eau. Mais quoi ? Mais comment ça, quoi ? C'est leur outil de travail, je veux dire. C'est les mecs qui peuvent te dire non, ça c'est pas au bon endroit, on le fait à tel moment, etc. Et on les consulte pas quand on modifie les dossiers de l'eau ou quand on fait des projets de dossiers de l'eau, mais c'est n'importe quoi. Mais c'est parce qu'ils oublient de mettre la date. Ouais, non mais attends, pourquoi est-ce qu'ils oublient de mettre la date ? Bah oui. Parce que ça fait 5 fois qu'ils l'ont déjà mis dans l'heure. Bien, bonne transition pour les données inutiles. Alors c'est quoi les données inutiles, Mélanie ? Les données inutiles, c'est les données... En fait, il y a plusieurs types de données inutiles, mais ça va être justement, si on prend l'exemple de l'heure, demander aux gens de mettre l'heure ou la date toutes les 5 minutes quand ils font une étape, parce que c'est vraiment nécessaire. On va nous dire oui, c'est pour suivre la chronologie, mais bon, normalement, le dossier de l'eau, il suit déjà tes étapes, donc t'as pas besoin de dire toutes les 5 minutes, j'en suis là. Et puis après, un autre type de données inutiles, ça va être toutes des données qu'on a possibilité de trouver à un autre endroit, parce qu'il y a un rapport de production qui est joint à la fin du process, parce qu'on a les données du logbook, mais que ça nous rassure d'avoir dans le dossier de l'eau. Donc on demande aux opérateurs d'écrire à un endroit, un autre endroit et un énième endroit pour être sûr que la donnée, on la retrouve. Mais finalement, cette donnée, elle n'est pas forcément nécessaire, et puis ça augmente le risque d'erreur de la part des personnes de devoir répéter à chaque fois les éléments. C'est un bon exemple ce que tu dis sur le logbook. Combien de fois on a eu justement dans des projets de simplification de dossier de l'eau des commentaires de l'AQ en disant ouais mais c'est dans le logbook mais je vais caricaturer mais on n'a pas confiance et du coup c'est compliqué s'il faut aller vérifier le logbook aussi en prod, donc on préfère les faire renseigner dans le dossier de l'eau. Ben voilà, ça, on retombe sur le problème de on n'a pas confiance quoi. Pas forcément on n'a pas confiance. Mais ça va être aussi, oui, mais moi, quand je libère mon lot, j'ai besoin de savoir cette information-là et j'ai pas le logbook à disposition. Et on pense le dossier de l'eau pour libérer le lot et on pense pas système. Oui, mais dans ce cas-là, ça veut dire que ta présence terrain de l'AQ, justement pour vérifier les données, par exemple dans ton logbook, l'enchaînement qui te permet de vérifier que tes enchaînements ils se passent bien et que du coup t'as plus besoin de cette information dans le dossier de l'eau. Je parle pas de l'enchaînement d'un lot, mais plutôt d'un lot sur l'autre, quoi, avec les étapes de nettoyage, etc. Bon, si t'as une présence terrain AQ normale qui vérifie ces éléments-là, du coup t'as pas forcément besoin de les mettre dans le dossier de l'eau. Donc ça veut bien dire que quelque part il y a un système qui dérive, et alors si vraiment ça dérive à ce point-là, dans ce cas-là tu supprimes le logbook et tu mets tout dans le dossier de l'eau. C'est pas ma position, mais après mais le logbook c'est aussi écrit dans les BPF. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais c'est à un moment donné, c'est un peu l'incohérence de certains propos qui en fait, des fois, t'as envie de dire aux gens qui revoient les dossiers de l'eau, mais allez produire à la place des autres si vous n'avez pas confiance. Non, mais c'est vrai, au bout d'un moment, enfin, ou alors mettez en place ce qu'il faut. Mettez en place une vraie présence qualité sur le terrain. Mettez en place une présence qui permet de vérifier que les choses se déroulent correctement. Encore une fois, je parle pas de déroulement de l'étape de production en elle-même, mais tout ce qu'il y a autour. Quand je vois certains sites où on nous dit dans le dossier de l'eau, à chaque fois qu'on va utiliser un équipement, on va mettre la date, on va renseigner dans le dossier de l'eau de la date de la dernière qualification de l'équipement. Comme ça, au moment de la libération, on peut s'assurer que l'équipement il n'était pas périmé en termes de qualification. Mais non, c'est pas le but du dossier de l'eau, c'est pas le but de la libération. Ça veut dire que ton process de qualif et de maîtrise de ta qualif, il fonctionne pas. Il est caduc, va corriger ça plutôt que de rajouter ça dans le dossier de l'eau, quoi.
Ouais, ton VMP, enfin ton plan de maintenance, ton plan de qualification du site là. Ouais, exactement. Après, donc si je reviens un peu sur les données inutiles. Pardon Mélanie, je t'ai coupé la parole. Non, je disais souvent, justement, le dossier de l'eau, on l'utilise comme palliatif à d'autres systèmes et au lieu d'améliorer le système en amont, on rajoute un niveau, une couche dans le dossier de l'eau et sur les épaules de l'opérateur, alors qu'il n'est pas forcément responsable du système. Si on prend la qualification des équipements, oui, l'opérateur, il va devoir s'assurer que son équipement est qualifié, mais si ça marche pas, c'est pas en rajoutant une vérification de date dans le dossier de l'eau qu'on va améliorer le système. C'est ça. Mais c'est tellement plus simple de mettre une capa, va rajouter ça dans le dossier de l'eau, que d'aller corriger le système qui marche pas. C'est ça. Ouais. Non mais c'est vrai. Bah c'est des fois, ouais, enfin c'est le travail de titan. Justement, on est face à la montagne, on se dit bon, ouais, c'est la solution de facilité de mettre un petit contrôle supplémentaire dans le dossier de l'eau, quoi. Mais c'est comme ça que tu te retrouves dans une situation comme tu as décrit dans ta news.ro d'Abot, hein. C'est qu'au fur et à mesure des années, tu corriges pas tes problèmes et du coup, bah tu mets des pauvres palliatifs sur des trucs qui vont encore plus complexifier et encore plus générer des problèmes et au fur et à mesure des années, tu vas te retrouver dans une situation comme tu as décrit dans la news, hein. On pourrait en faire un théorème intéressant, ça. Au plus tu as de données à remplir dans le dossier de l'eau, au plus plus ta qualité système est vétuste. Ouais, c'est pas faux. Intéressant. Va falloir aller le démontrer, mais intéressant. Et moi, j'ai une question dans les données inutiles. Est-ce que vous avez déjà eu le cas où vous posez la question de à quoi sert ce contrôle et personne n'est capable de vous répondre? Ah oui. Oui, probablement. Et quand vous dites si vous ne savez pas répondre, à quoi ça sert? C'est que ça ne sert à rien, on le supprime. Et là, tout le monde te dit ah non, faut pas l'enlever, c'est que si on a décidé un jour de le mettre, c'est que ça servait à quelque chose. Mais on ne sait plus pourquoi. Bon, donc on garde le contrôle. On s'est pris un écart il y a 6 ans. Après, moi, je vais pas être quand je challenge les données inutiles, je vais pas forcément aller challenger le contrôle. Ouais, ce contrôle, on sait pas pourquoi à quoi il sert ou quoi. Quand tu regardes, quand tu fais une analyse des données et que tu regardes les 40%, 50% de données inutiles, en fait, t'es souvent sur des problèmes de recopie, redondance de la donnée. Quand tu écris la date sur toutes les pages, voire même 3 fois sur la même page, la même date, alors les heures pour les opérations critiques, oui, et moi je milite pour ça, mais la date, à un moment donné, t'as une date de début de l'eau, une date de fin de l'eau, après que t'aies des heures au milieu sur certains points, c'est normal, mais t'as pas besoin de remettre la date tout le temps, partout. Donc ça, c'est une donnée inutile. L'autre type de données inutiles, c'est j'ai mon ticket de pH ou de pesée là, et puis hop, je viens réécrire sur mon dossier de l'eau la valeur qu'il y a dessus. Alors mon ticket, est-ce qu'il est thermolabile? C'est pour ça qu'on réécrit. Oui, bon, ok, d'accord, mais combien de fois on réécrit des données sur des trucs qui sont pas thermolabiles? Et ça, c'est le deuxième type de données qu'on rencontre le plus souvent de données inutiles. Et le troisième type, c'est les visas. Les visas, il y a des visas. Les gens, ils bougent le petit doigt, ils mettent un visa. Et dans la réalité, et moi, c'est ce que je voyais quand je travaillais en prod, les mecs, ils faisaient leur action, là, ça durait 2 minutes, et puis après, ils venaient mettre leurs 10 visas d'un coup dans le dossier de l'eau. Voilà, et sur tous les sites, c'est comme ça. Arrêtez de mettre 10 visas. Un seul, ça suffit. Article 4.20 des BPF, hein, la date et l'heure des étapes intermédiaires importantes et les initiales des opérateurs reliant des étapes critiques. C'est pas marqué toutes les étapes et c'est pas marqué c'est pas marqué tout, quoi. Non, mais après qu'on mette des visas pour dire que les gars ils s'engagent sur j'ai bien fait mon paramétrage. Ok, même si, enfin oui, c'est peut-être un truc critique. Bon, enfin bref, mettre des visas, mais où tu t'engages sur un groupe d'action homogène, c'est-à-dire que, en gros, le mec quand il prépare son équipement, c'est pas j'appuie sur le bouton, je vais mettre un visa, je règle la pression, je vais mettre un visa. En vrai, il appuie sur le bouton, il règle sa pression, il paramètre sa recette et après il vient s'engager sur le fait qu'il a tout fait. Et dans la réalité, sur le terrain, c'est ce qui se passe réellement. C'est juste que derrière, on vient
réécrire les 4 visas d'un coup. Bah, ça sert à rien, finalement, t'en mets qu'un. Et d'ailleurs, dans les BPF, on dit bien, on doit écrire au moment où on fait, quoi. Mais du coup, ça veut dire quoi? Quand t'as 4 visas, ça veut dire que vraiment, à chaque fois, le mec, il va aller sur son équipement, puis après, il va marcher 2 mètres pour aller viser, puis il va retourner sur son équipement, remarcher. Enfin, non, ça marche pas comme ça. Typiquement, le vide de ligne. Mettez-vous dans la place de la peau d'un mec qui fait le vide de ligne. Si vous avez fait un truc pour chaque étape qui doit vérifier un visa à côté, c'est sûr à 1 milliard de %, personne d'humain va aller vérifier le premier truc, revenir à dossier de l'eau, cocher, aller vérifier un second truc, revenir à dossier de l'eau, cocher. Votre vide de ligne va durer 45 minutes, quoi. Mais oui, complètement. Et ça rassure. mais alors, tiens, très intéressant, ça rassure. Moi, je vais te dire, et d'ailleurs, ça rejoint ce qu'on a dit en introduction sur à quoi ça sert un dossier de l'eau. Un dossier de l'eau, c'est, comme on le disait, un document qui vise à enregistrer ce qui se passe pendant la production. Un visa, une case cochée, un paramètre renseigné, si tu veux pousser le bouchon un peu plus loin, ça ne t'assure que le fait qu'une personne ait écrit dans le dossier de l'eau. Ça ne t'assure de rien du tout de ce qui s'est passé sur le terrain. Non mais c'est vrai. Moi je peux mettre un visa sans forcément vouloir le faire de manière volontaire, sans avoir fait l'action. Et du coup finalement c'est là que c'est le plus drôle, et c'est là, ça j'adore ça sur le dossier de l'eau, c'est que les gens ils s'excitent. Ah, il a oublié un visa, il a oublié une date, tout le monde s'excite, on fait des allers-retours et tout. Par contre quand il y a tous les visas, toutes les dates, personne s'inquiète, alors que ça se trouve on n'a pas fait le truc. Il y a rien qui te l'assure. Surtout quand c'est une colonne de trucs, quoi. Mais c'est ça. Donc finalement, quand tu regardes ton dossier de l'eau, c'est quand il est bien rempli que tu devrais t'inquiéter. Parce que ça se trouve, il y a quelque chose qui n'a pas été fait, mais c'est renseigné que c'est fait. C'est la personne, elle a passé plus de temps à remplir son dossier de l'eau correctement qu'à s'occuper de sa production. Bah oui, ou alors en tout cas, c'est possible qu'elle ait coché un truc en disant qu'elle l'a fait alors qu'elle l'a pas fait, et juste elle a oublié, hein, c'était pas volontaire, mais voilà. Mais personne s'inquiétera en se disant, bah non, c'est bon, ça a été fait, c'est marqué dans le dossier de l'eau. Ouais, c'est clair. Tes dossiers de l'eau incomplets, ils finissent dans la pile des dossiers de l'eau à corriger, et tes dossiers de l'eau complets finissent dans la pile des dossiers de l'eau avec déviation. Ouais. Et ça se trouve, ouais, pour le coup. Et tu sais, et quand tu veux investiguer ta déviation, tu fais, mais je comprends pas, il a bien coché qu'il l'a fait, le truc, là, pourquoi ça marche pas? Bah ouais, mais à force, les opérateurs, ils cochent, ils mettent des visas par réflexe, parce qu'il y en a tellement. Enfin, je sais pas, que 3500 données, quoi. Faut se rendre compte, hein. C'est 3500 données, c'est 3500 fois où une personne est venue écrire dans le dossier de l'eau. Donc, oui, forcément, au bout d'un moment, ils remplissent par réflexe. Et donc, forcément qu'il y a des moments où ils vont remplir quelque chose alors qu'ils l'ont pas fait, ou alors pas fait correctement. Mais c'est bon, c'est marqué dans le dossier de l'eau, c'est fait correctement. Bah non. Encore une fois, c'est bien ça le truc, comme on disait tout à l'heure, c'est les systèmes en place autour qui devraient te permettre de t'assurer que c'est fait correctement, comme la formation, les observations de tâches pour t'assurer que tes opérateurs ils déroulent bien les opérations correctement, etc. Et du coup, tu remets le dossier de l'eau au centre de son rôle, qui est d'enregistrer ce qui se passe sur la production, d'avoir un historique. Exactement. Alors, du coup, on a quand même pas mal décrit le dossier de l'eau en général et les problèmes qu'on y rencontre. Et du coup, comment on peut remédier à ce problème? Qu'est-ce qu'on préconise? Moi, je dirais la première chose, déjà, c'est de réaligner avec la réalité du terrain. Donc, c'est de travailler avec le terrain, c'est d'aller sur le terrain. Quand on fait un projet dossier de l'eau, on va voir comment c'est organisé sur le terrain. On y va, quoi. Et on intègre aussi le terrain dans la réflexion à un moment ou un autre. C'est important pour pouvoir déjà réaligner la structure et éviter les allers-retours dans les pages. Je prends un exemple qui est typique, c'est le conditionnement. Et tu vois tout de suite que au conditionnement, t'as les mecs qui font le dossier de l'eau, qui se rendent pas compte de comment ça se passe sur le terrain. Moi, et d'ailleurs, c'est ce que j'avais moi quand j'étais en prod, les opérateurs qui étaient sur ligne. En gros, ton dossier, il était structuré. T'avais ton truc de démarrage. Après, t'avais tous les IPC. Puis t'avais donc de la machine A. Puis t'avais tous les IPC de la machine B. Enfin, puis t'avais les trucs pour coller les échantillons tous ensemble.
Et donc, en fait, l'opérateur, il n'arrêtait pas de tourner 10 pages pour aller de l'un à l'autre au cours de son poste. Alors que tu structures tout simplement, tu dis, OK, maintenant je structure par équipe, c'est-à-dire que j'ai l'ensemble des éléments pour mon équipe et j'ai 3 pages seulement à tourner. Alors oui, forcément, dans le conditionnement, tu auras toujours des pages à tourner parce que tu as des trucs qui sont à fréquence définie, c'est pas des enchaînements d'opérations linéaires, mais du coup, par contre, tu le structures par équipe. Tu vois, c'est des trucs tout simples qui permettent d'éviter trop d'allers-retours et d'alléger la charge de remplissage au niveau du conditionnement. Tout est sur la page, t'as pas de questions à te poser. Par rapport à ta remarque du conditionnement, en fait, là, encore une fois, le dossier, il n'est pas designé pour faciliter la vie de l'opérateur, mais il est designé pour faciliter le boulot de celui qui va faire de ceux qui vont faire la revue. Parce que lui, ça l'arrange d'avoir toutes les étiquettes au même endroit et tout ça. Et quand on commence à dire faut changer la structure pour faciliter la vie des opérateurs, tu vas se dire non, mais moi ma revue ça va être plus compliqué tout ça. Et c'est aussi pour ça que les dossiers de l'eau ils évoluent pas. Ça c'est vrai et c'est un challenge quand on simplifie le dossier de l'eau, c'est d'arriver à concilier les deux. Mais par contre, alléger le remplissage par les opérateurs me paraît beaucoup plus prioritaire que d'alléger la revue, parce que d'un côté, on a des gens qui sont en train de produire, qui sont en train avec une machine qui tourne devant eux, et de l'autre, on a des gens qui sont assis dans un bureau. Enfin, je suis désolé, je pousse un peu le truc, mais et donc qui ont possibilité d'être beaucoup plus et qui sont d'ailleurs, quand ils font leur revue, concentrés que sur le dossier de l'eau. De l'autre, on a des opérateurs qui sont concentrés normalement, prioritairement, sur la conduite de la production. Puis c'est normal, Mélanie, ce que tu dis, parce que c'est ceux-là qui les approuvent et qui les écrivent. C'est ça. Oui. Voilà. Mais d'une certaine manière, si tu penses que tu simplifies le dossier à remplir par les opérateurs, t'as moins d'erreurs. Donc ta revue, elle sera d'autant plus facilitée. Mais c'est un cap à passer. C'est un cap à passer, quoi. C'est que quand tu changes les habitudes, non, mais ça va pas, machin, et voilà. Et comme tu dis, c'est pas les opérateurs qui donnent leur avis, c'est les gens qui font les revues et qui les écrivent et qui sont pas forcément ceux qui doivent conduire le process en même temps. Et qui ont pas confiance parce qu'ils sont pas là, alors ils en veulent de plus en plus. C'est ça, tout à fait. C'est bien dit, ça. Après, donc si je reviens un peu sur comment est-ce qu'on fait pour changer ça, après il y a la notion d'ergonomie, il y a des astuces. Alors en podcast c'est peut-être un peu difficile de décrire, mais il y a des astuces visuelles avec des structurations des pages, avec les données à renseigner, elles sont à droite et que à droite, et il y a une donnée par case et pas deux, et tu les mets en gris comme ça en fait, ce qui est à renseigner est uniquement en gris, et du coup ça saute aux yeux. Et pourquoi est-ce que c'est pas plutôt en blanc et le reste est en gris ? Parce qu'au bout d'un moment la page elle est en blanc, donc ça saute moins aux yeux. Enfin le tour de page est en blanc, donc bref il vaut mieux mettre en gris ce qui est à renseigner. Et puis si on vous et puis enfin voilà, il y a plusieurs astuces d'ergonomie pour éviter les erreurs, clairement. Et par contre il y a un autre point qui est assez important pour simplifier, c'est les visas. Expliciter sur quoi on s'engage, parce qu'en fait on met des visas de partout et en fait on sait même plus pourquoi on vise des fois. Alors oui c'est évident, c'est là-dessus, etc. Tu demandes à 2 opérateurs différents, tu vas avoir 2 réponses différentes. Écrivez noir sur blanc quand il y a un visa là, pourquoi. Alors c'est sûr que si vous avez 3500 données dont 1500 visas, ça va être compliqué. Si vous rentrez dans une démarche où vous mettez des visas par groupe d'opérations homogènes, ça sera beaucoup plus simple. Mais expliciter pour que les gens ils savent sur quoi ils s'engagent. Et je vous assure que quand on fait ça, les gens après ils s'engagent pas quand il y a un problème, ils vont essayer de le résoudre et ils vont parler à leur manager, ils vont se poser la question exactement. Exactement. Et on va détecter le problème plus tôt. Et dans à quoi sert le visa aussi, moi c'est souvent le visa du vérificateur. Je trouve que quand tu as un visa vérificateur sur une étape ou sur un calcul, quand tu poses la question qu'est-ce que doit faire le vérificateur, je trouve que tu as encore plus de différences de réponse et c'est encore moins clair que pour le premier qui fait.
T'as refait le calcul, t'as vérifié que le calcul était fait, t'as vérifié qu'il était bon, t'as vérifié qu'il y avait marqué quelque chose dans la case. T'as le résultat dans les specs, t'as vérifié quoi? Non, mais c'est clair, hein, franchement, t'as complètement raison. Ou les données, t'as vérifié les données sur la machine, t'as vérifié le report de la donnée, tu vérifies quoi? Et souvent, on dit, enfin, pour moi, cette rôle du vérificateur, il est encore plus mal défini que le rôle de l'opérateur. Après, moi, j'ai un petit truc, une petite anecdote à raconter aussi quand on, un sujet qui nous a pas mal occupé l'esprit avec Mélanie sur la simplification des dossiers de l'eau, c'est les cases commentaires à la fin des grandes étapes ou à la fin des pages. Parce que, tu sais, sur les sites, on dit, il faut pas qu'il y ait de cases qui soient laissées blanches, tout doit être rempli, sinon faut barrer, mettre NA, etc. Et du coup, régulièrement, on a ce commentaire, enfin, cette remarque de nous dire, ouais, mais la case commentaire, du coup, faut qu'on les barre toutes. Non. Bah si, parce qu'il faut pas laisser de case blanche. Bah oui, mais un commentaire, tu peux en mettre un en prod, puis tu peux en mettre un à la revue, puis tu peux en mettre un peut-être à la libération, puis peut-être même quand il est archivé. Si tu barres la case commentaire à la fin de ta prod, ça veut dire que t'auras plus jamais de commentaires. Et donc l'anecdote, ça nous est déjà arrivé qu'on nous dise dans ce cas-là on va mettre une case commentaire prod et une case commentaire AQ et puis comme ça la prod elle barrera sa case commentaire prod. Mais non, mais mon Dieu. Et puis après je dis mais attendez, est-ce que vous barrez tous les espaces blancs qu'il y a autour de vos données à renseigner dans le dossier de l'eau parce que vous pouvez marquer des commentaires partout. Est-ce que vous les barrez ça? Non. Voilà. Tu veux dire, Mélanie? Non, c'est ce que je disais, c'était l'anecdote après des espaces blancs, parce qu'il y a quand même des gens qui nous disent on met pas de case de commentaires, mais ils pourront écrire dans les espaces libres s'ils ont des commentaires. Et donc là, c'est l'explication d'Arnaud qui dit à la fin de votre dossier, est-ce que vous barrez tous les espacements vides pour pas qu'ils puissent rajouter des commentaires après? Ouais, je te jure, des fois, t'as des trucs qui marchent sur la tête, quoi. Surtout que par définition, un commentaire est daté et visé, donc tu sais quand est-ce qu'il a été ajouté. Exactement. Du coup, maintenant, j'aimerais qu'on puisse parler un petit peu de ce fameux dossier de l'eau électronique. Alors, est-ce que c'est la solution du turfu pour avoir des dossiers de l'eau parfaitement remplis, une production toujours nickel et une détection à 100% des erreurs avant la fin de la prod? Déjà, un dossier de l'eau électronique, qu'est-ce que c'est? C'est un dossier de l'eau qui est électronique. Hein. Non, c'est assez simple. Tu il y a plusieurs types quand même de dossiers de l'eau. Ouais, non, mais ok. Mais même avant de parler de plusieurs types, moi, je vais mettre les pieds dans le plat. Pour moi, le dossier de l'eau électronique, c'est une utopie. Alors, c'est pas 100% des cas, mais déjà, tous les sites pharma n'auront jamais de dossier de l'eau électronique, très clairement. Déjà, ils n'ont pas encore de QMS. Non, mais voilà. Et deux, le dossier de l'eau électronique, t'as l'impression, waouh, ça va m'apporter plein de gains, je vais gagner sur partout, etc. Il faut vraiment qualifier quel gain tu veux avoir, parce que faut pas croire que le dossier de l'eau électronique, par exemple, ça va faire que tu auras besoin de moins de ressources sur ton site. Parce que tout ce que tu vas gagner sur de la revue, tu vas le réinvestir sur de la maintenance d'outils informatiques. Et ça, on va se mettre les éditeurs à dos, mais même malgré ce que disent les éditeurs, quand tu as des CAPA, justement, alors peut-être que ça peut réduire les CAPA sur les dossiers de l'eau, mais quand tu veux faire une modif dans ton dossier de l'eau, demain, ça va être beaucoup plus compliqué. Et pour mettre en place un dossier de l'eau électronique, la première chose qu'il va falloir accepter, ça c'est bien pour messieurs de la production, messieurs dames de la production, c'est peut-être de perdre un peu en performance au quotidien en production, mais d'avoir une production extrêmement standardisée. D'avoir vraiment un chemin de fer bien cadré auquel on ne sort pas au moindre pépin parce que la flexibilité, machin, etc. Ça c'est un prérequis assez important. Et ça fait peur, hein.
c'est ce que j'allais dire, le dossier de l'eau électronique, tu as encore plus besoin d'être dans le respect de ton flux de production et de répéter, de bien construire tes étapes de process, parce que là, tu peux pas dire, c'est pas grave, ça, je suis en train de le faire, c'est 3 pages derrière, je signe et puis je reviens à ma page. Ouais. Dossier de l'électronique, t'es obligé de respecter l'ordre de tes étapes, parce que tu peux pas aller à l'étape suivante, tu peux pas revenir en arrière, tu peux pas mettre un petit commentaire en bas en disant ah oui, mais là j'ai fait ça avant ça. Enfin voilà, ça demande une structure beaucoup plus. Bloqué, c'est bloqué. Si c'est la nuit, c'est baisé. Voilà. Non, mais ouais, enfin après, j'imagine, moi je connais pas toutes les solutions. Il y a peut-être des solutions où tu peux swiper d'une étape à l'autre. Mais voilà, combien de fois sur les sites on voit sur certaines opérations, ah bah oui, ça on le fait en parallèle de ça parce que comme ça on le fait en temps masqué. Et puis tu vas interroger l'autre équipe, en fait ils font différemment et donc en fait finalement ils ne font pas vraiment au même moment. Bah ça, dans du dossier de l'eau papier, on peut encore faire des trucs pour réduire les erreurs sans avoir de problématiques là-dessus. Sur le dossier de l'eau électronique, faut bien réfléchir les solutions. Et je peux t'assurer que lancer un projet de dossier de l'eau électronique, ça va en faire des heures de débat et de réflexion autour de tout ça, quoi. Donc après, ouais, tu me demandais les différents types de dossiers de l'eau électronique. Pour moi, je les classerais en 2 grandes catégories. T'as les dossiers de l'eau full intégrés. Je suis connecté au QMS, aux équipements, je sais faire papa, maman, je récupère toutes les données, boum, tout rentre dedans. Ok, ça c'est super, et là, je pense que t'as des énormes gains. Par contre, quel site pharma est en capacité d'avoir à la fois tous ces équipements et tous ces outils informatiques connectés au dossier de l'eau électronique, tout ensemble, il y en a pas beaucoup. Et l'autre solution, alors après t'as les solutions intermédiaires, hein, donc dossier de l'eau électronique, mais où il faut quand même aller collecter des infos, etc. Et puis manque de bol, t'as ton pH-mètre, tu peux pas le connecter, donc t'as toujours un ticket de pH. Je le mets où? Faut qu'on fasse un dossier de l'eau pour mettre le ticket. Bon, on a un dossier de l'eau électronique avec du papier à côté. Voilà, mais c'est comme ça. Et puis t'as le paper on glass où en gros c'est ton dossier de l'eau papier que t'as mis sur un outil où tu renseignes des données. C'est assez intéressant, mais c'est pareil, t'auras toujours quand même du papier parce que t'auras toujours ton ticket à mettre, tes données brutes qui sont pas connectées, qui sont pas interconnectées, et du coup tu vas pas les jeter, tu vas pas les mettre n'importe. Alors tu peux peut-être les mettre dans le logbook, mais t'as quand même tout ça à gérer. Et en fait derrière le dossier électronique, c'est comme les dossiers ergonomiques, donc ce que l'on fait. Il y a un changement culturel, sauf que le changement culturel, il est beaucoup plus violent dans le dossier de l'eau électronique. Et donc, moi, j'ai un site qui m'appelle, qui me dit Monsieur Huc, on voudrait simplifier notre dossier de l'eau. Je fais pas de souci. Comment ça marche? On a un dossier de l'eau électronique. Ah bon? Ouais, mais en fait, du coup, comme on pouvait plus faire de modifs dans le dossier de l'eau, à chaque fois on faisait des CAPA, on recréait des annexes, formulaires annexes, et du coup maintenant on a un dossier de l'eau électronique et on a un tas d'annexes qui représentent à peu près la taille d'un dossier de l'eau. Voilà, ce qui vous attend si vous faites pas le changement culturel. Non mais voilà, donc en fait finalement t'as perdu parce que t'as de la maintenance informatique. T'as pas gagné sur ton temps de revue parce que finalement maintenant faut que tu te revoies toutes ces annexes et du coup tu te poses la question de les simplifier, donc ça veut bien dire que t'as pas gagné là-dessus et parce que en fait ton dossier de l'électronique, si tu fais pas le changement culturel, c'est sûr qu'un jour ou l'autre cette situation tu vas la rencontrer. Si à chaque déviation, la capa de simplicité, de dire on rajoute un truc dans le dossier de l'eau, ça continue comme ça, c'est mort. Ne faites pas de dossier de l'eau électronique en fait. Allez travailler d'abord sur vos déviations, sur vos méthodes d'investigation. Donc moi j'ai un avis assez quand même tranché. Je suis pas convaincu par les dossiers de l'électronique. Après, il y a des solutions que j'ai vues sur des sites qui sont assez intéressantes, qui sont pas forcément très compliquées à déployer. Et en fait, de toute façon, moi, je pense que pour pouvoir aller vers un dossier de l'eau électronique le plus intégré possible, t'es obligé de passer par des étapes intermédiaires qui soient un dossier de l'eau simplifié, un dossier de l'eau paper on glass, et après, envisager d'aller plus loin, quoi. Ouais, voilà, c'est un palier, des marches à franchir petit à petit, quoi. Si tu vises mais directement. Par contre, attention,
quand tu as choisi ta solution de dossier de l'eau électronique, t'es pas prêt d'en changer aussi, donc t'as pas intérêt à te planter là-dessus. C'est comme une GED ou un QMS, hein. Le jour où tu le changes, c'est comme si tu repars à zéro. T'imagines transférer un dossier de l'eau électronique d'un outil à l'autre. Donc attention aussi là-dessus, quoi. Ouais, ça c'est vrai, j'avais pas forcément pensé, effectivement. Ah ouais, là tu as ton éditeur, là, ton fournisseur, faut pas que tu le vois comme un fournisseur, justement, mais ça devient un partenaire, ça devient un service presque, parce que je sais pas, hein, peut-être que tu vas être autonome sur certaines modifs, mais peut-être que sur certaines tu seras pas autonome, donc ça va être un collègue, quoi. Non mais c'est vrai. Ouais, parce que c'est vrai que quand tu veux modifier une case, du coup, il y a certainement du code un peu derrière ou des trucs comme ça. Enfin, effectivement, c'est chaud, ouais. Bah après, il y a peut-être des mecs qui peuvent reprendre la compétence en interne, mais bon, il faut y réfléchir. En tout cas, dans tous les cas, il faut y réfléchir avant, quoi. Non mais c'est ça. Après, il y a sûrement, moi je connais pas toutes les solutions qui existent au monde, hein. Il y a sûrement des solutions qui te permettent d'être autonome quand tu veux rajouter une case ou des trucs comme ça. Mais déjà, peut-être faut réfléchir à est-ce que c'est la bonne chose de rajouter une case, hein, avant. Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire? Et après, si c'est vraiment ça, il y a sûrement des solutions qui te permettent de le faire. Mais du coup, c'est pas ça, le dossier de l'eau électronique, ça t'apportera pas de la simplicité sur ton site. Ça te permettra peut-être d'accélérer tes temps de cycle, malgré tout, faut reconnaître ça. Ça te permettra de peut-être, et même sûrement d'ailleurs, de fiabiliser ta traçabilité. Et voilà, quoi. Mais en gros, faut vraiment se poser pourquoi est-ce qu'on veut un dossier de l'eau électronique. Ouais. C'est pour enlever des gens qui font de la revue. Ouais, voilà, c'est enlever des gens qui font de la revue pour en mettre enlever à gauche pour en mettre à droite. Bon. Je sais pas, sachant que du coup, les gars, après, bon, c'est peut-être la peur du changement, mais les gars qui font de la revue, ils sont quand même solides, alors que du coup, tu passes pour un truc que ça peut vaciller vite et bien merder, quoi. Oui. Et puis le jour où t'as un problème avec, je dis pas un problème, t'as toujours des solutions. Tu mets en place des procédures quand par exemple ton outil il est buggé, tu peux pas lancer tes dossiers de l'eau, t'as toujours une solution de dossier de l'eau imprimable. Par contre tes opérateurs ils savent plus utiliser un dossier de l'eau papier, mais au moins t'as toujours cette solution de secours. Mais si un jour t'as un bug assez méchant qui te fait perdre des données, alors après les solutions elles sont quand même validées, elles sont 21 CFR, enfin bref, mais tu peux toujours avoir un truc un peu chiant qui peut te mettre pas mal dans la merde, quoi que tu me diras. Un incendie qui brûle tes dossiers de l'eau, ça pourrait arriver, ou alors mieux, un dossier de l'eau qui se perd dans la nature entre deux sites, et du coup, ça peut arriver aussi, quoi. Ouais, voilà. Enfin, après, ça, c'est les catastrophes, quoi. Oui, mais en fait, les catastrophes, ça peut arriver dans les deux cas, quoi. Regarde le site de la news qui a été inondé. Ouais. C'est clair. Bon les amis, ça fait 1 heure qu'on parle. Est-ce que vous avez une dernière remarque sur le dossier de l'eau, une dernière chose à ajouter, un dernier détail croustillant? Moi je dirais, quand vous pensez à vos dossiers de l'eau, pensez aux personnes qui vont les utiliser le plus. Et donc travaillez vos dossiers de l'eau avec vos opérateurs, parce que c'est là que vous aurez le plus de gains. Les meilleurs résultats, ouais. Ça, c'est bien, ça. Ouais, complètement. Et puis, du coup, moi, j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais c'est difficile de conclure avec juste un élément, non? Après, voilà, rappelez-vous que ça rejoint ce que vient de dire Mélanie, hein, les opérateurs, vous avez beaucoup plus d'intérêt à ce qu'ils soient vraiment concentrés sur la conduite de la production. Donc, ne voyez pas la simplification du dossier de l'eau comme une perte de données, comme une perte de traçabilité. C'est pas vrai. Quand on simplifie un dossier de l'eau et qu'on dit qu'il y a des données inutiles, les données qui sont inutiles, c'est pas, on n'enlève pas des paramètres ou des critères, des choses comme ça. Ça, y a pas de problème. Mais du coup, pensez plutôt. Donc, pensez pas, on perd des données. Pensez plutôt, on permet aux opérateurs d'être plus attentifs sur la production.
Moi, je dirais travailler sur la confiance, quoi. Ça, c'est, on l'a dit plusieurs fois, hein, effectivement, mais c'est vrai. Et ce théorème, posez-vous des questions si votre dossier de l'eau, il est méga fat, et du coup, il y a plein de trucs de report de données dans tous les sens. C'est peut-être que du coup, il faut essayer de travailler sur la confiance, quoi. Ouais. Mais j'avoue que moi, ça fait plus de 10 ans, donc comme je disais que je fais des dossiers de l'eau, franchement, j'hallucine encore à chaque fois, même si je retrouve toujours les mêmes travers, à chaque fois que je vais sur un nouveau site, ce qu'on voit, quoi. Enfin, c'est... Tu te dis, c'est incroyable, quoi, qu'on soit encore là, en 2022. Les dossiers les années avancent, les dossiers de l'eau ne changent pas. C'est ça. Donc voilà. Alors, voilà, on se retrouvera, je pense, dans quelques semaines. On se retrouvera de toute façon la semaine prochaine pour un nouvel épisode de C'est marqué dans les BPF. Et on se retrouvera dans quelques semaines, début juillet, pour certainement un Good Manufacturing podcast sur les PQR. Oui. Chouette. Alors ça, vaste sujet, ça aussi. On ne va pas commencer le podcast maintenant. Non. Enfin voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Pourtant, c'est lié au dossier de l'eau aussi. Ouais, un petit peu. Donc, entre autres. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à commenter, à nous retrouver. Ah oui, Arnaud, c'est comme ça qu'on conclut d'habitude. Où est-ce qu'on peut nous retrouver Bah ouais. Non, du coup, donc le podcast sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, enfin tout ce que vous utilisez pour écouter les podcasts. Et puis après, comme d'hab, n'hésitez pas à nous suivre principalement sur LinkedIn, où vous aurez à la fois du contenu justement sur ces différents sujets. Et puis c'est aussi le meilleur endroit pour nous contacter ou pour nous faire part de vos commentaires sur les podcasts. Ça fait toujours plaisir. Ouais, ça c'est clair. On en a eu quelques-uns récemment. Ça fait vraiment plaisir. Et la chaîne YouTube aussi, qui a redémarré. Là, il y a quelques vidéos qui sont sorties ces derniers mois. Ouais, j'allais y venir. Et donc, pour finir, la chaîne YouTube, effectivement, que Paul Adrien a bien relancé, puisque moi, je n'avançais plus dessus depuis un moment. Mais du coup, la chaîne YouTube avec quelques vidéos très intéressantes. Ça, c'est pas à nous de le dire. Et à venir. Écoute, comme c'est pas moi qui l'ai fait que j'ai trouvé intéressante, j'ai le droit de dire que je la trouve très intéressante. Ok. Bon allez, à bientôt tout le monde. À bientôt. Ciao.